J'avais 5 ans en 1939. J'avais déjà 8 ans, même 7 ans quand la guerre a éclaté. J'avais 9 ans. Presque 9 ans. 7 ans. 12 ans. À peine, j'avais 2 ans. 9 ans et demi. Je n'avais que 3 ans et demi. J'avais 1 an. En 1942, j'avais 9 ans. Quand mon père, par contre, a été emmené par le fameux billet vert, c'était le 14 mai 1941. Alors là, j'avais 4 ans. À partir du moment les lois juives, avec l'arrivée de la... J'y ai pensé, avec l'arrivée de l'étoile juive. Et je viens de savoir que pour prendre l'étoile juive, il fallait donner aussi des bons. Vous savez qu'il y avait des bons pour le tissu, pour le beurre, pour tout. Fallait la payer. Fallait la payer. Et c'était marqué, ce dont je me souviens, c'était marqué de bien la coudre, l'étoile juive, sur les vêtements. Je me souviens que ma mère commençait à la coudre sur une petite robe rose, un smock. Je trouvais ça abominable, cette robe était jolie comme tout, une étoile jaune sur une robe rose. Et alors elle la cousait avec des grands points. Elle la cousait pas d'une façon méticuleuse. Ça nous a sauvé la vie. On savait qu'on allait être déportés. Je ne savais pas lire, mais je savais jouer au piano. Et le soir du 15 juillet, ma mère m'a dit « Joue ma fille, c'est pour la dernière fois ». Mon père ne voulait pas partir en zone libre. Il en avait marre. Il a dit « Moi, je crains rien, j'étais un engagé volontaire ». Il n'y croyait pas. Pays des droits de l'homme, il n'y croyait pas. Alors j'ai dû jouer 2 heures, 3 heures avec la fenêtre ouverte. On s'est couché très tard, à 3 heures du matin, on a frappé, police. Ma mère a dit à mon père, n'ouvre pas. La porte est blindée, qu'ils enfoncent la porte. Et la concierge, qui était derrière le fric, criait, allez-y, allez-y. Ils sont là. Je les ai vus monter. À ce moment-là, mon père a ouvert la porte. Ma mère savait que les enfants français n'étaient pas déportables, immédiatement déportables. Elle a dit, vous ne prenez pas la petite, elle est française. Elle le suivait dans les escaliers, vous ne prendrez pas la petite, elle est française. Il nous a dit, les enfants doivent suivre leurs parents. Ma mère, elle me dit en yiddish, tu t'évades. Tu rejoins grand-mère. J'étais d'accord. 8 ans. J'avais l'âge de la petite presque. T'as 9 ans. 8 ans et demi. Elle m'arrache l'étoile jaune, puisqu'elle l'avait juste. C'est comme ça que nous nous sommes évadés. Et après, on a marché, erré dans Paris. Et on est arrivé chez quelqu'un, on avait dit qu'on était évadés, on était une paria. J'ai pas bu, personne ne nous a donné un verre d'eau. Et on s'est caché dans une usine désaffectée avant de passer la ligne de démarcation. C'est une photo de la famille, le 3 décembre 1939. On a tous l'air très triste, on doit tous comprendre ce qui se passe. Le père qui part à la guerre. Mon père s'est engagé dans l'armée pour défendre sa famille, ses valeurs, sa patrie. Il était reconnaissant à la France du fait qu'il avait été accueilli en France. Et comme il n'était pas français, il s'est engagé à la Légion étrangère. Quand il a été démobilisé, il a été pris dans une rafle en 1941. Nous avons très vite compris que notre père ne reviendrait pas. Regardez, c'est absolument superbe. Vous allez voir, je vous montre le village. C'est pas triste. C'est pas triste. Et ça, alors la poste, c'est le même panneau. Hein. Absolument. Mais en fait, ça n'a pas changé. Les mêmes maisons avec des loses comme ça, la même église, le même monument aux morts, la même fontaine, ça n'a pas changé. Et quand on est arrivé en 1943, ici, nous sommes arrivés en 1943 parce que on avait subi le 16 juillet. Avec ma mère, on s'est évadés. Un petit peu grâce à mon père, dans la mesure où lui, il est resté avec le gendarme. Et lui, le 19 juillet, il était déjà parti à Auschwitz, tout de suite. C'est pour ça que j'aime dire
qu'à la fois ce sont les Français qui nous ont pris, et c'est à la fois les Français qui nous ont sauvés. Et ce village, c'est l'exemple même. C'est tout le village qui nous a sauvés, chaque pierre, chaque personne. Mais c'est à la fois juste une indifférence et surtout leur silence qui nous a sauvés. Ils ne nous ont pas aidés d'une façon exubérante, mais c'est leur silence. Par chance, nous y avons échappé parce que ma mère étant coiffeuse coiffait la femme d'un agent de police qui nous a prévenus la veille de la rafle. Et c'est là que les policiers français ont beaucoup tapé à la porte. Et maman, elle m'a fait du doigt de ne pas parler, de ne pas bouger. Et la concierge, on a eu de la chance, elle a dit qu'on n'était pas toujours à la maison. Et ils sont partis. J'ai donc été raflé avec ma mère et mon frère. Je vois une scène dans la rue où elles nous tenaient par la main chacun et il y avait une dame qui avait un bistrot dans la rue où on habitait, rue Charlot, dans le 3e, qui a crié « Sale juif ». Et puis moi, je me suis cachée chez un petit cafetier qui savait même pas ce que mon juif voulait dire. On vous cache, bon, je veux bien vous prendre, vous avez aidé au café, mais pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous avez fait? Quelque temps après, j'ai reçu une lettre me faisant savoir que mes parents avaient été déportés. Et le fermier m'a dit, écoute, je ne veux pas de juifs dans ma ferme, tu t'en vas. Voilà, alors la ferme. C'est une grande ferme qui était totalement abandonnée et vide. Quand nous sommes arrivés, là, c'est là où ma mère s'est assise devant la brouette, sur la brouette en disant « Je n'entrerai jamais là-dedans ». Et elle y est entrée, évidemment. Et nous y avons passé les 2 plus belles dernières années ensemble. Bonjour madame, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Si, je vous reconnais. Madame est la fille d'une dame. Ma grand-mère. Ma grand-mère était propriétaire de cette maison. Voilà. Cette maison qui était vide, abandonnée lorsque... Oui. Qui a été réquisitionnée pendant la guerre. Pendant la guerre. Et nous sommes arrivés en 1940, une fois que les Allemands sont entrés dans Royan et qu'ils nous ont mis en résidence forcée ici. Oui. Les 2 plus belles années de mon enfance sont ici. Le seul épisode douloureux a été le 1er juin 1942, quand on m'a mis l'étoile. Quand on m'a mis l'étoile, il a fallu que je sorte d'ici avec cette étoile cousue et que j'aille en classe. Et il y a un instituteur qui était là, tout jeune, et lorsqu'il m'a vu arriver, il n'y a que moi qui portais l'étoile de mes frères et sœurs, puisque c'était à partir de 6 ans. En tout cas, quand on est arrivé, il nous a fait entrer en classe et il a dit « Le premier qui fait une remarque, quelle qu'elle soit, concernant cette étoile, recevra mon pied au derrière. Je ne veux rien entendre concernant ça. » Je pense qu'il a dû donner 1 ou 2 explications parce que les gens d'ici ne savaient pas ce qu'était un juif. Ils pensaient que nous étions des Alsaciens lorrains et qu'on était là de passage pendant la guerre et ils ne comprenaient absolument pas le sens de cette étoile qui nous couvrait la moitié de la poitrine. On n'était pas grand ni gros. Et il a fallu partir avec cette étoile pour aller en classe. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand nous sommes partis à midi pour aller déjeuner, toute la classe portait une étoile jaune. Tous les élèves avaient découpé un papier, l'avaient peint en jaune et l'avaient collé sur la poitrine. Et ça a été un moment de solidarité extraordinaire. Elle porte encore les fils que nous avons décousus quand nous avons dû nous cacher en janvier 1944, ma sœur et moi, dans une institution religieuse. Donc c'est vraiment mon étoile.
Pourquoi les autres, ils n'ont pas arraché leur étoile? Parce qu'on avait peur, chérie. On avait peur. On disait que les gens allaient être fusillés. Tu sais que mon oncle avait déjà été fusillé. On savait qu'il y avait déjà plein de gens qui étaient déportés. Et toute la famille qui habitait, la famille de mon papa, qui habitait à Varsovie, ils étaient déjà tous morts. Et on savait qu'on allait mourir. Et c'est vrai, t'as raison. On aurait dû arracher notre étoile. Et surtout, on n'aurait jamais dû en mettre une étoile. Le fait de mettre une étoile, c'était un petit peu comme si on était un animal qu'on allait envoyer à l'abattoir. On était marqué. C'était surtout ça. Il fallait surtout pas nous mettre une étoile. Mon mari n'est pas juif. Je dirais presque Dieu merci, c'est pour ça que je me suis construite. Parce que j'ai transporté avec moi le papa des enfants et la maman de l'autre couple n'est pas juive. Non, on prenait quand même des enfants à la 2e, 3e génération. Je leur ai donné en quelque sorte une tare, une fragilité. Et le 24 septembre, tout a basculé, puisque ça a été la rafle des Juifs romains. Et le matin à 6 heures, j'ai une amie qui nous a prévenus, qui a commencé à crier sous les fenêtres « Sauvez-vous, sauvez-vous, la rafle des Romains a commencé, vous allez être prise ». À ce moment-là, j'ai vite secoué ma mère et je lui ai dit « Il faut partir, il faut partir ». Ma mère a dit « Bon, attends, il faut que je prépare des couches et un peu de vêtements pour le bébé qui avait 2 ans à ce moment-là. Elle l'allaitait toujours et elle lui mettait des couches, bien sûr. Et moi, j'étais terrifiée. J'ai arraché mon petit frère des bras et je lui ai dit « Écoute, je pars, j'irai plus vite et toi, tu me rejoins ». Et c'est à ce moment-là que ma vie a basculé parce que dans l'escalier, j'ai croisé les inspecteurs qui venaient nous arrêter. Français, bien sûr. C'était 3. Moi, j'avais mon petit frère dans les bras. Et là, c'est depuis que toute ma vie a changé parce que je me suis posé la question, est-ce que je remonte ou est-ce que je continue à descendre? Les inspecteurs n'ont pas fait attention à nous. Ils n'ont pas fait du tout le rapprochement. En pensant que on faisait partie des enfants qui venaient chercher, ils allaient. Bon. Et donc j'ai continué ma descente avec mon petit frère dans les bras. Ma mère nous a dit, vous filez à nouveau chez la grand-mère. Et si on vient vous chercher, vous fuyez dans la rue, on ne vous fera rien. Alors moi, j'ai pas voulu lâcher ma mère. Je me suis accrochée à elle, j'ai pleuré, j'ai crié, je ne voulais pas lâcher sa jupe. Et elle a fait ce qu'elle a jugé bon de faire à l'époque. Je n'ai pas compris son geste à l'époque. Elle nous a giflés toutes les deux. Je ne voulais pas beaucoup quitter maman. Et maman m'a dit, pour que je parte, elle m'a dit, tu sais, d'abord on fait sortir les enfants et ensuite les grandes personnes, je te rejoindrai. Mais ce n'était pas vrai. Nous nous trouvons à Angoulême, devant la salle philharmonique, où ont été enfermés près de 400 personnes, hommes, femmes et enfants. Dans la paille, sur de la paille. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de matelas, dans des conditions hygiéniques tout à fait épouvantables. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir à ma mère ni à mes frères et sœurs. J'ai également le souvenir d'un couloir couvert qui menait dans une petite cour. Cette cour où on a été séparés. Alors, c'est la cour que l'on voit très certainement là-bas. Ah, voilà. À l'intérieur. Oui. Hein? C'est au moment où je m'accrochais à mon père qu'un des Allemands qui était là, mais j'ai l'impression qu'il était en civil, mais il ne parlait qu'allemand. Il m'a donné un énorme coup de pied dans le derrière et il m'a arraché à mon père.
Et lorsque j'ai été séparé de mon père, j'ai vu mon père se mettre sur la pointe des pieds pour me voir et me crier « Fargas nemas dibistayit », c'est-à-dire « N'oublie jamais, Robert, n'oublie jamais que tu es un juif ». Et ce sont les dernières paroles de mon père. Et lorsque je l'ai vu pleurer, moi je n'avais jamais vu pleurer mon père, j'ai ri d'une façon, je pense, nerveuse, une espèce de rictus probablement. Je m'en suis rendu compte et j'ai longtemps eu cette pensée terrible que mon père, dans sa dernière vision de moi, m'a vu rire et peut-être n'a pas pu comprendre ce qui se passait en moi. J'espère qu'il ne l'a pas vu. Voilà la boîte qui contient le porte-monnaie que mon père m'a donné au moment juste avant que nous soyons séparés l'un de l'autre. Ce porte-monnaie contient, d'après ce que m'a dit mon père à ce moment-là, tout ce qu'ils avaient comme argent. Ce sont des billets qui datent de 1942. Ils étaient valables après la guerre. Aujourd'hui, ce ne sont que des souvenirs. Je ne me suis jamais servi de cet argent dans les moments où j'en aurais eu cruellement besoin. C'est la montre de ma mère. Ce n'était pas une montre de valeur, mais c'est une montre qui a aujourd'hui une valeur inestimable pour moi. C'était à son bras. C'est le canif de mon père. Je ne me souvenais pas que mon père se servait d'un canif, mais c'est son canif. Ça va avoir 60 ans maintenant. Et ça ne m'a jamais quitté. J'ai reçu une lettre, la dernière lettre de ma mère, qui était une lettre où elle m'engueulait, en me disant « Robert, on t'a laissé de l'argent. On t'a envoyé 3 bons de colis. Tes frères et sœurs pleurent parce qu'ils ont faim. Pourquoi tu ne nous as pas envoyé les colis ?» Or, j'ai jamais reçu les lettres avec les bons de colis. Je reste donc avec cette image de mes frères et sœurs qui pleurent en ayant faim. Je n'ai pas de photos de mes frères et sœurs. Je n'ai que des photocopies de leur passage à Drancy, avec au crayon marqué en haut la date à laquelle ils sont partis pour Auschwitz. Ça me sert de photo. Mon père a été pris, a été déporté, a été interné à Drancy. Il a été envoyé au camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, où il est resté pendant 13 mois. Et on l'a mis dans un camp, au camp de Pithiviers. Il a été directement à Drancy. On l'a envoyé au camp du Vernet. Et je n'ai pas su tout de suite où il allait, j'ai simplement su qu'il est passé par Drancy, Compiègne. J'ai toujours entendu parler de Compiègne. C'était pas un camp de déportation, c'était un camp d'internement en France, ce qui rend la chose encore plus épouvantable. La première impression d'un vrai camp où nous nous trouvions, nous, enfants, avec notre mère et toutes les autres familles. Nous étions dans les barbelés, nous étions sous des miradors gardés par des gendarmes français et tous les enfants étaient comme cela, serrés, agrippés à leur mère. Je n'ai pas le souvenir, au cours de toutes ces épreuves, d'avoir vu un enfant jouer, d'avoir vu un enfant courir, d'avoir vu un enfant sourire. Comment un enfant peut-il vivre cela ? L'impossible est arrivé et les enfants ont été séparés de leur mère, qui sont partis, les abandonnant au camp, en ignorant complètement ce que l'on allait faire d'eux. Mais j'ai souvent pensé, moi qui suis devenue mère ensuite, que le départ de ces mères, laissant leurs enfants dans les barbelés, sous les miradors, aux gendarmes français, sans aucun encadrement, dans cette situation de dénuement, avait dû être terrible, terrible à vivre pour elles. Le précédent, on avait séparé le précédent convoi, le convoi donc numéro 15, où il y avait déjà eu des enfants. On avait séparé les enfants des mères avec des lances d'eau froide et à coups de crosse. Et
apparemment, le convoi numéro 16, donc celui de ma mère et moi, j'ai dû vivre les mêmes moments. On a dû être séparés à coups de crosse, probablement dans des hurlements, des cris. Et puis, pour moi, j'ai vécu ça à ce moment-là, probablement, comme un abandon de ma mère. Et j'ai vu partir les enfants. Les enfants sont partis, résignés, harassés, pitoyables, tondus. Ces enfants, nous avons partagé le dernier mois de vie, leur dernier mois de vie en France, qui ont été exterminés à leur arrivée à Auschwitz, quelques jours après que nous les ayons quittés, ont hanté ma vie. De même, bien sûr, que le souvenir de ma mère, dont je ne me suis jamais remise. Et alors, est-ce qu'on sait combien il y a eu de gens déportés ici? Ah non. Ça, le capitaine aurait pu le dire, ça. Il aurait fallu qu'on prépare un petit topo là-dessus. Ça, il aurait fallu. Il aurait fallu préparer le topo. Et est-ce que vous savez où les gens étaient enfermés? Non, pas du tout. C'est immense. Parce qu'à l'époque, si c'était pas l'armée, ça veut dire qu'il avait été réquisitionné par le gouvernement pour enfermer les gens qui allaient être déportés. Donc imaginez le nombre de gens qu'il y avait dans tous ces bâtiments. Parce que là, c'était plus une garnison. C'était que des déportés, tout ça. Tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui habitent là. Oui, tout à fait. C'est une cité qui a été réutilisée à usage d'habitation tout de suite après-guerre, dans les années 46-47. Est-ce qu'il y avait des enfants ici? Et il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants dans une deuxième partie de l'utilisation du camp. En quelle année? Vers la fin. Vers la fin d'utilisation, c'est-à-dire à partir de 1942-43. Nous n'avions plus de parents et nous étions traités vraiment sans absolument aucune humanité. Il n'y avait pas de WC, il y avait une tinette sur chaque palier de chaque escalier. Nous couchions par terre sur des paillasses et dans la crasse. Comment ça se passait? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui pouvaient espérer venir voir leurs parents à travers les grillages. Oui, à partir de, notamment sur cette partie-là du camp, il y avait la possibilité donc de pouvoir voir à travers les grillages les gens qui étaient internés à l'intérieur. Absolument. Et on allait souvent voir mon père, et un jour je me suis trouvé bêtement interné moi-même. Mon père devait sortir et désherber. Il y avait des gendarmes français en mirador, avec la mitrailleuse, les fusils qui nous guettaient. J'ai pas pu résister à l'idée de ne pas l'embrasser ou qu'il me prenne dans ses bras. J'ai donc couru, j'ai échappé à ma mère, j'ai traversé la rue, je suis passé en dessous les barbelés, les gendarmes me criaient de partir, et quand je suis arrivé vers mon père m'a pris dans ses bras et m'a embrassé. Il m'a parlé en yiddish, il m'a dit bonjour. Et puis voilà. C'était un moment pénible que je ne peux pas effacer. Et ensuite, il a été déporté. Je ne l'ai plus revu. Et donc, ils étaient acheminés par quel... Alors, lorsqu'ils arrivaient, ils venaient dans les fameux autobus. Généralement, ils venaient donc de Paris, qui les déposaient ici. Et lorsqu'ils repartaient en vue d'être déportés, ils partaient dans des camions. La première année, ils étaient déportés à partir de la gare du Bourget. Et à partir de 1942 jusqu'à la libération du camp, ils étaient déportés à partir de ce qu'on appelle actuellement l'ancienne gare de Bobigny. C'est en mai 42 que je l'ai vu la dernière fois. Le convoi 34, convoi numéro 5. Convoi numéro 6. 14,
Ma chère Yvette, et voilà, nous sommes déportés, et je pars aujourd'hui avec mon mari. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, c'est ainsi. Nous allons vers l'inconnu. Quand je vous reverrai, Dieu le sait, et les enfants. Avec toute ma volonté, j'ai gardé le bon moral. C'est les enfants. Pour nous, vous ne pouvez plus rien pour l'instant. C'est les enfants, surtout les enfants. Tâchez, je vous prie, mon ami, de surveiller. Attention à Bernard, il a fait une maladie pulmonaire. Et Simone, il faut absolument une piqûre contre la diphtérie. Je vous embrasse sur vos 2 joues. Embrassez les enfants. Et nous partons avec l'espoir que peut-être un jour, on se reverra. Cette lettre a été jetée sur le quai et ma mère, pour être sûre qu'elle arrive, avait mis l'adresse en bas et en haut de la lettre. Apparemment, on se trouve dans cet asile Lamarck, où ma mère nous a déposés tous les 3 en août 42, ne sachant plus quoi faire ni où aller. Elle a fini par nous remettre à cet organisme qui s'appelait l'UGIF, Union Générale des Israélites de France. Les souvenirs les plus marquants pour moi, c'est bien sûr la grande solitude, les privations, on n'avait pas à manger, les rations étaient absolument minimes, l'impossibilité que nous avions de jouer dans les squares, donc quand on nous sortait d'ici, nous allions jouer sur les escaliers. Et à l'époque, vous ne comprenez pas pourquoi on jouait toujours sur les escaliers, les grandes marches qui mènent au Sacré-Cœur. Nous étions passablement livrés à nous-mêmes. Il y avait des enfants très très petits, il y avait des enfants de 4-5 ans, ma sœur avait 5 ans, moi j'avais 7 ans. Bon, ça ne ressemblait pas vraiment à ça. D'abord, il n'y avait pas ce faux plafond. C'était plus sommaire. Il y avait du carrelage partout. Ça me semblait très beau parce que je n'avais pas l'habitude de vivre dans un espace aussi blanc, aussi aéré. On jouait toujours dans les sous-sols, où il y avait des toilettes. On jouait à cache-cache. C'était là. Je me souviens des escaliers. Je me souviens quand on nous a rasé les cheveux, c'était à l'étage, oui. Ça, oui, effectivement. Et ça, c'était le moment optimum de mon chagrin. Et quand j'ai vu les boucles de ma sœur au sol, j'ai vraiment compris que c'était un cataclysme, quoi. Et puis maman est venue nous voir un jour où peut-être l'une de nous 2 était malade, ma petite sœur ou moi. C'était là. Et on était à l'intérieur de la chambre quand le SS est entré, ou le gestapiste, et maman avait anticipé. Moi, j'avais rien compris, ma petite sœur non plus. Maman avait pris une chaise et très vite, attendez, elle était montée sur une armoire qui était là, comme ça, voilà, à cette place-là. Petite armoire, elle avait pris une chaise, elle était montée sur l'armoire. Et puis ma sœur pleurait, elle tendait les bras, et ma mère faisait des gestes comme ça, pour nous dire qu'il fallait qu'on s'éloigne sur toute l'armoire et qu'on éloigne la chaise. Et puis, l'homme est rentré, armé ou je ne sais quoi, bruyant, avec des bottes, je me souviens, beaucoup de bruit, ou 2 ou 1, je me souviens d'un. Il nous a vus pleurer toutes les 2. On était peu d'intérêt pour lui. Il est ressorti tout de suite. Maman a pu redescendre par la suite. Et puis je ne l'ai plus jamais revue. Elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle vienne nous voir. Elle a compris qu'elle signait son arrêt de mort si elle revenait. Elle nous a laissés là, pensant qu'on était en sécurité. Et c'est vrai que je dois ma survie au fait que ma grand-mère nous a sortis de là. Sur 79 enfants, 71 ont été portés à Auschwitz. L'UGIF, qui était une émanation du Haut Commissariat aux questions juives, et qui regroupait toutes les institutions juives de l'époque, exécutait des missions à la fois d'œuvre sociale, qui étaient bien utiles pour les parents aux abois, et formait donc un réservoir pour les futures déportations et pour les besoins que pouvaient en avoir
les instances supérieures de décider ou non de notre vie ou de notre mort. C'est vrai qu'ici, c'était 2 fois un piège pour les enfants et un piège pour les parents, puisque effectivement, les visites donnaient lieu à des rafles qui ont coïncidé, bien sûr, avec encore de nombreuses arrestations. Et tout ça procède d'une lâcheté, d'une perversion insupportable. Ma chérie, ne te sépare pas de Michel. Michel, c'était mon petit frère. Ne vous laissez pas mettre à l'asile. L'asile, c'était là où on mettait les enfants orphelins. Écris à papa qu'il vous sauve, et à Paulette, c'était sa sœur. Demande conseil au fourreur d'en face. Peut-être Dieu aura-t-il pitié de vous. Nous partons demain, destination inconnue. Je vous serre contre mon cœur en pleurant. J'aurais voulu vous embrasser encore une fois, mes pauvres enfants, que je ne verrai plus. Cette carte ne m'a jamais quittée dans aucune circonstance. J'ai toujours gardé avec moi. Toujours. Mes parents étaient pris au cours de la rafle du Veldiv, mais ils avaient eu l'idée de m'envoyer en zone non occupée environ 3 semaines auparavant. Ce que j'ai su après, c'est qu'il y avait tout un réseau de caches d'enfants et de juifs, mais qu'on a su bien après, même après la guerre, parce que tout de suite, on se laissait faire, mais on ne comprenait pas. C'était probablement la plus grande œuvre de camouflage de la guerre en France. Et ce réseau Garel a parfaitement réussi sa mission. Donc c'est la résistance qui m'a cachée. Alors là, dans cette boîte, il y a des choses très intéressantes. Il y a vraiment de quoi finaliser les faux papiers. Vous voyez, il y a toutes sortes de tampons. On voit qu'ils en sont des vrais. Vous savez, ils ne sont pas tout jeunes, ces tampons. Hein. Ils sont comme moi. Hein. Ils ont quelques années. Donc, ils ont subi des ans, l'épouvantable outrage. Vous aviez quel âge à cette époque? 18 ans. Je faisais partie du mouvement des éclaireurs israélites de France. J'étais réfugiée à ce moment-là à Grenoble, qui était en zone italienne, qui était une zone protégée jusqu'à l'arrivée des Allemands en septembre 1943. Donc, après la rafle du Veldiv, nous sommes réunis et nous avons décidé de partager la zone sud en 6 régions pour faire un travail de clandestin. Alors, notre réseau s'est appelé la 6e. Officiellement, c'était le service social des jeunes, mais en fait, entre nous, on avait un langage convenu, bien sûr. Ce qu'il faut absolument rappeler, c'est que parmi les cacheurs, si je puis dire, les gens qui ont fait le sauvetage dans notre réseau en particulier, il y en a beaucoup qui ont été pris et déportés, fusillés même. Beaucoup d'amis qui ont été... Quelques-uns ont été fusillés. Mais notre grande satisfaction à tous, c'est qu'aucun des enfants que nous avions cachés n'a été pris. Alors dans cette boîte, il y a toutes sortes de formulaires qui servaient à faire des faux papiers. Des cartes d'alimentation, des cartes de démobilisation pour les hommes, des livrets de famille. Certains étaient complètement faux. Donc il fallait obtenir la complicité de commissaires de police bienveillants, ou de maires, ou de secrétaires de mairie. Ou alors nous avions des amis très habiles qui arrivaient à les voler. Bon, on avait bonne conscience en volant des tampons ou des faux papiers. Mais vous étiez juive et vous cachiez des enfants juifs. C'est une situation incroyable. L'avantage que j'avais par rapport à eux, c'est que j'étais française. Mais pour les juifs étrangers, ça a été beaucoup plus dramatique de manière générale que pour les juifs français, il n'y a pas de doute. Après, ça a été pareil. À la fin, ça a été le carnage intégral. Mais au début, les juifs étrangers étaient plus en danger. Mon nom était Rachel Psankiewicz, je suis devenue Rolande Sagnier. Nous avons été emmenés ce qu'on appelait le refuge, qui était un cloître à Montauban. Alors après, on a vraiment, si vous voulez, là, vécu la vie d'enfant caché. C'est drôle parce que cette cour qui a l'air si petite maintenant me semblait immense.
On est en septembre 1943. Mes parents, absolument désespérés, ont pensé à nous sauver, mon petit frère et moi. Donc, ils nous ont confiés à un couple qui s'appelait, lui, Moussa Abadi, elle, Odette Rosenstock, qui ont créé un réseau, le réseau Marcel, avec l'aide de Monseigneur Raymond et d'autres personnes. Et ils ont caché, sauvé, protégé 527 enfants. Mon petit frère et moi, nous avons fait partie de ces 527 enfants. Nous arrivions à la chapelle, voilà. Ça, je me souviens. Elle a la même odeur. Et il m'est arrivé une histoire complètement stupide. Le 2e ou 3e jour où j'étais ici, j'entends mes petites compagnes dire « on va à confesse ». Mais elle le disait très vite et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et à un moment donné, j'ai perdu toutes mes compagnes. Je n'ai pas compris où elles étaient passées. En descendant les marches, je suis tombée sur le père Chonavet, qui était notre abbé. Et alors il me dit « qu'est-ce que tu fais là ?» Alors je me suis mis à pleurer. Et je lui dis « j'ai perdu ma place ». Alors il m'a regardé un peu amusé, puis il m'a dit « viens, je vais t'expliquer ». Alors il m'a montré cette petite porte par laquelle je suis rentrée, qui est une porte que seuls nous, les enfants, on pouvait prendre pour aller nous confesser. Mais si mes petites compagnes avaient dit « confession », j'aurais compris, je suppose. Ah, c'est quoi ça? C'est le confessionnal. On se mettait à genoux. Le prêtre était à l'intérieur. Puis on lui disait nos petits problèmes. Mais je trouvais ça assez agréable. Surtout parce que c'était un prêtre que j'aimais beaucoup. On m'a dit qu'il y avait Jésus, qu'il était mort sur la croix pour moi. Moi, je prenais tout au premier degré. Hein. J'étais première en catéchisme. On allait à la messe tous les matins. Je n'ai aucune espèce de religion, mais les seules prières que je connais, c'est « Je vous salue Marie » et « Notre Père qui est aux cieux ». C'est tout ce que je sais. Ils ont toujours respecté notre religion, notre conviction religieuse, au point d'ailleurs que je suis devenu rabbin. Madame Bergon, elle est notre maman à tout jamais dans nos cœurs. Ben voilà le docteur, celui qui est devenu le docteur Albert Sefer. J'étais loin d'être docteur à l'époque. Hein. Non, mais on est pratiquement jumeaux. Ouais. On a 18 jours de différence et Albert a été sauvé aussi par Madame Bergon. C'est vrai. Notre maman de la guerre, Madame Bergon, que nous venons revoir avec plaisir. Alors moi, je vous reçois toujours des bras grands ouverts. Mais moi, voilà, que j'étais dissipée. Beaucoup. Mais elle est devenue très sage, je crois. C'est vous qui avez caché tous ces enfants dans cet endroit? Oui, avec toutes les religieuses de la maison, mais 4 seulement savaient la vérité, puisque nous avons toujours fait passer nos enfants comme des réfugiés venus de tous les coins de France, en particulier de la Lorraine et de Paris, et même d'autres pays étrangers. Mais c'était toujours des réfugiés de Massip, par prudence, pour que nous ne soyons pas trahis. Et on était si heureuses de faire quelque chose, de participer à notre manière à la guerre de ce temps-là. C'était notre façon de participer très humblement et très peu, mais avec tout ce que nous pouvions donner. Racontez, Madame Bergon, votre entrevue avec le cardinal Saliège. Monseigneur Saliège. Alors, il faut avec un mot d'humour, alors. Oui. Mais racontez. Alors, Monseigneur, je demande un rendez-vous. Il m'assied devant lui. Je me présente et je lui dis, j'ai entendu, bon, est-ce que... Il m'a dit, cachez-les et sauvez-les. Je dis, mais Monseigneur, je serais obligé de mentir. Mentez. Alors, il me dit, mentez, mais sauvez-en le plus possible, Madame Bergon. Alors, à l'avance, je vous donne toutes les absolutions. Bon, alors, ce sont les classes, là, tout le long, et mon bureau au fond de la terrasse, là-bas. Et une de ces pièces, je crois que celle qui est fermée, c'est là que nous écoutions la radio de Londres, quand même. C'était aussi à cacher, également. On a fait des choses vilaines, on a menti tant qu'on a pu, et on a désobéi à la hiérarchie, à tout le monde.
Ma mère nous a cachés chez des gens à Sartrouville, chez le commissaire de police, des braves gens, que je suis sûr que s'ils avaient connu les risques qu'ils encouraient à l'époque, c'est-à-dire les camps de concentration, jamais ils auraient osé garder des gens vers eux. La troisième famille où nous avons été cachés jusqu'à la fin de la guerre a été pour moi une famille extraordinaire. Et tout de suite, ils m'ont adopté parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, donc j'étais pratiquement leur enfant. Cette famille, je tiens à le dire tout de suite, le faisait de façon complètement désintéressée. Et ça se dégradait à la campagne parce qu'elle avait peur de ne plus recevoir elle ne devait certainement plus recevoir les traitements habituels. Enfin, l'argent n'arrivait plus. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que bon, j'étais une petite jeune fille et puis qu'il y avait tous les officiers allemands qui étaient dans la maison. J'ai vraiment eu d'énormes problèmes dont je ne dirais pas parce que c'est quelque chose que je ne peux pas dire, mais qu'on devine. Et nous avons vécu là, mais moi j'ai subi un abus sexuel dès mon arrivée, je pense, par le frère de la personne qui nous hébergeait. Je ne comprenais pas, mais j'avais honte de vivre. Je veux dire que le droit de vivre, j'ai compris, je ne l'avais pas. Donc je me cachais derrière les arbres. Se cacher, pour moi, c'était se mettre derrière un tronc d'arbre. J'étais bête. Hein. J'étais bien. La seule chose, c'est qu'on a déménagé 17 fois. Et puis un jour, on a vu les Allemands disparaître. Mademoiselle Bogia, Agnès, c'est la libération, on tapait ici. Et puis, on a ouvert la porte. C'était le soir. Il y avait encore ta grand-mère, elles étaient là, devant, là. C'est la libération. Alors, c'est Blanche qui m'a pris dans les bras en disant « Tu es libre, tu es libre ». Donc, en quelque sorte, il savait qu'avant, j'étais pas libre et que maintenant, j'étais libre. J'étais secouée dans tous les sens, t'es libre, t'es libre. Et en fait, on a vu sa mère, sa tante et sa maman, sa grand-mère, nous quitter, déçus. Elles espéraient qu'on allait faire la fête. Et nous, on n'a même pas pu leur dire merci. Merci de nous avoir gardés. Si longtemps. De la libération, pour nous, la libération, c'était... C'était pas la libération. Mon père n'était pas là, mon frère était... On avait perdu tellement de gens. Et puis ensuite, on a attendu mon père. Et nous l'avons attendu pendant 1 an et demi. 1 an et demi, alors, la libération. Tu vois, la libération. Alors, ta famille a dû être très, très déçue. Vous savez, les Juifs sont jamais contents. C'est ce qu'elle disait. Elle l'a dit après. Mais c'est normal. C'est normal, on aurait dû les embrasser. Embrasser leurs mains, embrasser leur silence, on aurait dû. On est resté là, tomber la nuit. C'est normal. La libération, pour moi, la guerre a commencé. Ce grand point d'interrogation, qu'est-ce qui allait se passer pour nous? Est-ce que nous rentrerions dans nos familles? Qui nous allions retrouver? On l'attendait. Ça, c'était évident qu'il allait revenir. On ne savait rien des camps. Mais on savait quand même qu'il avait dû vivre des choses terribles. Et puis sont arrivés les premiers déportés à l'hôtel Lutetia. J'ai passé là les heures les plus noires de ma vie, probablement, à attendre des jours et des nuits, sans savoir si vraiment ce que je souhaitais, c'était voir revenir mes parents au milieu de ceux qui n'étaient pratiquement plus des humains, qu'on avait détruits, alors qu'il en est revenu 2500 sur 75 000. C'est probablement les souvenirs les pires, et en même temps, ça a été le lieu d'accueil où on servait près de 5000 repas par jour à ceux qui n'avaient plus vu une nourriture normale, ni une table servie depuis des années.
Personne n'avait prévu l'état dans lequel reviendraient ces malheureux. Le trottoir était encombré, il y avait partout des panneaux sur lesquels les gens affichaient des photos, demandaient. Je n'avais qu'une seule petite photo d'identité. J'avais tellement peur qu'elle ne soit perdue. J'étais paralysée. Il ne reste rien d'autre de mes parents que cette photo. C'est difficile à dire pour une juive qui a eu la vie sauve et dont les parents sont revenus. C'est difficile à dire que la libération fut pour moi un enfer. On s'agrippait à toute rumeur possible, que des fois on croyait que quelqu'un était mort et puis que finalement il était parti en Russie. Il y avait ce mythe de la Russie. Je me demandais si il avait perdu la mémoire, s'il était devenu amnésique, s'il ne nous reconnaissait pas. Je voulais pas admettre qu'il était mort. Je pouvais pas. En tout cas, moi, je suis rentrée à 6 ans et demi sans savoir que ma mère était ma mère, que mon père était mon père. Je ne les connaissais pas. Quand ma mère est venue me chercher à Lyon, je n'étais pas préparée, on ne m'a pas préparé, rien. Mon père était revenu déjà depuis de longs mois sur une civière. Et bien, quand on l'a vu pour la première fois, on ne l'a pas reconnu. Alors ça a été des années, des semaines, des mois, des années à attendre. Et attendre la merveille horrible ou l'horreur merveilleuse, parce que de toute façon, on attendait un être complètement méconnaissable. C'est possible que ça ait été là, oui. C'est difficile, j'avais une telle émotion, j'étais tellement... Ça devait être le plus beau jour de ma vie, il n'y a même pas de terme pour dire à quel point c'était un miracle, sortir de ce qu'on avait vécu jusqu'alors et se dire que ça allait être fini, que tout allait redevenir comme avant. Maman, enfin c'est... On va essayer de retrouver ce bâtiment. Allons voir. Ça peut être ça. Le cœur battait à la fois d'allégresse, en même temps je pense qu'il y avait beaucoup d'anxiété parce que c'était quand même très très sinistre, cette succession de lits. Et je me suis avoir fait quand même quelques dizaines de mètres avant qu'on ne m'arrête devant le lit de maman. Je ne l'ai pas reconnue, bien entendu. Je me suis difficilement approchée d'elle. Elle avait déjà bénéficié de soins, mais elle était quand même dans un état absolument lamentable. Elle avait eu une fracture du crâne. Un SS lui avait donné un coup de matraque sur la tête, donc elle était rasée. Et elle avait en plus le crâne mal cicatrisé, dirons-nous. Elle était partiellement aveugle, elle était d'une maigreur effroyable. Elle n'avait pas de dents. Et je me souviens qu'elle avait, et ça m'avait beaucoup choquée, parce que j'avais vécu dans la vermine, sa chemise de nuit, il y avait un tout petit pouls qui montait le long, comme ça, de la lisière. Et pour moi, c'était l'infamie qui continuait. Donc je sortais de quelque chose pour retomber dans la même chose, et peut-être même pire, parce que vraiment, le spectacle de maman, bon, j'étais sans réaction, j'attendais que ça se passe. Et tout à fait près d'elle, il y avait une femme dont le visage ressemblait vraiment à... Il n'y avait plus que le squelette, quoi. Et tout ce qui était mâchoire était apparent. Et j'étais interloquée, alors qu'on ne posait jamais de questions. Je crois que je n'ai jamais posé une question pendant toute la guerre. On n'a jamais demandé ni pourquoi, ni comment. Là, je ne sais pas, j'ai dû dire qu'est-ce qu'elle a eu, ou pourquoi, ou qu'est-ce qu'on lui a fait. Et maman, ne comprenant pas exactement le sens de ma question, a dit « c'est parce qu'elle a eu faim ». Et honnêtement, j'ai compris, elle a eu faim, elle a mangé ses lèvres. Et là, je suis tombée dans un trou noir et je me suis dit, c'est encore pire que ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Et l'espoir s'est éteint. On en tuait tous les jours, je ne sais combien, on lâchait les chiens. Et les tentatives d'évasion, pendues 3 fois, les expérimentations, le typhus, la stérilisation. Arrête, mon père, je veux vivre. Je ne veux rien avoir à faire avec ça, ou je t'écoute et sombre encore une fois. Quand on a vu les images des camps de la mort,
on s'estimait ne pas avoir le droit de parler de ce qui nous était arrivé, puisque les autres étaient morts dans de telles souffrances et que nous, on était là. On aurait pu expliquer aux enfants ce qui s'était passé. Parce que moi, je suis revenue, j'étais cachée, mais j'ai continué toute ma vie à être cachée. Quand je suis dehors, je suis le roi des plaisantins. Je suis un très bon vivant. Mais quand je rentre dans cette histoire-là, je suis mort. Et voilà, moi, je suis une miraculée. Une miraculée. Que vais-je devenir sans toi, ma mère? Comment ferais-je pour devenir grande, moi qui n'ai pas eu d'enfance? Comment tenir plus tard un enfant dans mes bras si je ne peux t'imiter? Il me faudra tout inventer. J'ai toujours refoulé tout ce qui s'est passé. Parce qu'il fallait vivre. Il n'y a pas un seul jour où il y a un moment dans une journée où il y ait quelque chose qui me revienne. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai reçu une lettre il y a environ 8 jours. Nous avons le plaisir de vous informer que votre requête à la Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation. Le montant de cette spoliation a décidé de vous attribuer est de 55,20 €. Ce sont les spoliations bancaires. Alors écoutez, spoliation bancaire, c'est l'argent qu'avait mon père dans sa poche avant de prendre le train. De mon père, je n'ai pas eu de sépulture, hein. Même pas des grains de cendre ou des veloutes de fumier, je n'ai pas eu de sépulture. À partir de 8 jours, depuis 8 jours, j'ai une sépulture. Le tintement des sous dans sa poche.